Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki ZH2 de 2020. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un abonné qui me prête cette machine qui est déjà mythique alors qu'elle est sortie qu'il y a assez peu de temps. Surtout qu'en plus, il a fait beaucoup de routes, il a même roulé de nuit, il a bravé la pluie, le froid pour me ramener cette machine. Merci encore à lui. Et donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on teste de nouveau une des Kawasaki les plus performantes actuellement en vente, vu qu'il s'agit d'une machine qui est équipée d'un compresseur. Si vous suivez mes tests depuis quelques temps, vous aviez peut-être déjà vu le test de la Kawasaki H2 SX, qui était une version sport touring de cette machine, dirons-nous. Aujourd'hui, cette ZH2 est une version donc roadster. Au niveau du design, on a bien sûr le look assez typique des Z Kawasaki. Donc c'est très agressif, très acéré, et c'est encore plus aberrant en fait, c'est futuriste sur cette machine. On a presque l'impression que ça pourrait être la moto de Batman, mais un Batman du futur, quoi. Et c'est d'autant plus exacerbé avec cette finition full black que j'ai aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a énormément de pièces en noir mat, d'autres en noir brillant, mais globalement c'est vraiment du noir partout. Comme je vous le disais, toute la gamme H2 est équipée d'un moteur à compresseur. Il s'agit d'un 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 avec cette suralimentation. Et le moteur est aujourd'hui le même que sur la H2 SX. Il développe 200 chevaux. On pourrait d'ailleurs se dire que 200 chevaux pour un 4 cylindres de 1000 cm3, c'est normal dans le haut de gamme actuellement. Donc avec un compresseur, on serait en droit de s'attendre à encore plus. Mais ce qui est le plus impressionnant en fait, c'est pas la puissance de ce moteur, c'est le couple. On a 14 mètres kilos de couple, soit à peu près l'équivalent de ce que vous auriez avec un 1300 voire un 1400. Et vous avez le couple bien plus à bas régime que sur un moteur classique. La machine que je teste aujourd'hui est assez peu modifiée. On a tout d'abord la plus grosse modification, c'est l'échappement. Normalement sur cette machine vous avez un échappement en position latérale à droite qui est assez énorme. Il a été remplacé par un pot beaucoup plus petit de chez Leo Vinci. Aujourd'hui il y a la chicane. L'intérêt de cet échappement c'est surtout de gagner du poids, vu que le propriétaire disait avoir gagné près de 7 ou 8 kilos en remplaçant ce silencieux. Les autres modifications sont esthétiques et aussi pour protéger la machine. Vous verrez qu'il y a pas mal de pièces qui ont été ajoutées de la marque RNG. On a le support de plaque, des petites protections du réservoir, ainsi que des protections pour le cadre et l'axe de roue avant. Bon, clairement, quand on découvre cette machine, elle est impressionnante. De par son gabarit, de par aussi le fait qu'elle soit avec un compresseur, on s'attend tout de suite à quelque chose d'ingérable. Et pourtant, là, en roulant tranquillement en ville, eh bien, ça se conduit comme n'importe quelle autre moto à bas régime, c'est très cool. Et en termes de position de conduite, je suis assez surpris également. Je m'attendais à retrouver une position un peu désagréable et pas du tout adaptée à mon gabarit, comme ça pouvait être le cas sur l'ancienne Suzuki Beking. Et en fait, ça va. La hauteur de selle est relativement élevée, mais la selle est suffisamment étroite au niveau de l'entrejambe pour que j'arrive à toucher par terre. Vous voyez là, je peux toucher de la pointe des deux pieds. Et lorsque je me mets en route, je peux facilement coller mes genoux et mes cuisses dans les flancs du réservoir. Celui-ci est assez bien, on va dire, découpé. Je suis plutôt bien sur cette machine. La position en plus est très droite. Vous voyez que le guidon est relativement large. J'ai un assez bon bras de levier, alors que la machine est quand même relativement lourde. Elle est donnée pour 240 kg. Eh bien, ça se manœuvre sans réelle difficulté.
Cette position me permet, si nécessaire, de prendre les infos autour de moi sans trop de difficultés. Vous voyez que si je veux carrément regarder derrière, je peux le faire sans lâcher le guidon, ce qui n'était que difficilement faisable avec sa consoeur, la H2 SX. En plus, on a encore les rétros d'origine qui sont suffisamment sur l'extérieur pour bien voir ce qui est derrière nous. Donc franchement, aucune difficulté afin de prendre les informations. Alors il faut savoir que cette machine est dotée d'origine d'un shifter. Il fonctionne aussi bien à la montée qu'à la descente des rapports. Et pour l'instant, il est extrêmement efficace. Même en étant à très bas régime, là vous voyez je suis à peine à 2000 tours, eh bien ça monte et ça descend les rapports sans brusquerie, sans à-coups, ça fonctionne très très bien. Là pour vous le prouver, je vais essayer de redescendre les rapports. Là je suis en 5e, donc 4e, 3e, et vous voyez, ça passe sans réelle difficulté. C'est juste un petit peu plus ferme quand on les descend que quand on les monte. Et je parle bien sûr de la fermeté du sélecteur. Avec un design comme celui-ci, vous n'avez quasiment aucune protection. Devant le compteur, on a une petite plaque qui pourrait sembler être un saut de vent, mais en fait c'est purement esthétique, hein. C'est pour renforcer le côté, on va dire, futuriste de cette machine. Ça n'a aucun rôle de protection. Maintenant je vais prendre ce virage à basse vitesse. Donc vous voyez que là sur le ralenti, je suis à 20 km/h en deuxième et ça se manœuvre assez facilement. Après c'est clair qu'on sent quand même qu'il y a du poids sur l'avant de la moto. Et je rappelle, elle est donnée pour 240 kg. D'ailleurs, concernant le poids, il faut savoir que cette machine a été un petit peu allégée par son propriétaire. Je vous l'ai déjà dit, il a remplacé l'échappement, ce qui fait gagner environ 7-8 kg. Et il a également changé la batterie. La batterie se situe sous la selle, et d'origine c'est une batterie classique au plomb, qui a été remplacée par une batterie lithium, qui elle aussi fait gagner environ 1 à 2 kg. Donc on peut aujourd'hui estimer que la moto fait environ 10 kg de moins par rapport à sa configuration d'origine. On est ici bien sûr, comme d'habitude, pour tester l'accélération de ce modèle. Et bien sûr, vu que c'est une machine très performante et on va dire haut de gamme, ce qui chapeaute actuellement le haut de gamme chez Kawasaki, eh bien vous avez plein d'aides électroniques. On a différents modes déjà d'injection. Vous avez un mode rain pour la pluie, que je n'utiliserai pas aujourd'hui vu qu'il ne pleut pas, un mode road, le mode classique, et le mode sport. Après, il y a aussi un mode qui est complètement personnalisable, je crois qu'il s'appelle User, mais celui-ci je ne l'utiliserai pas, vu que c'est vraiment à personnaliser en fonction des goûts de chacun. Moi je vais rester à voir les différences sur les modes préenregistrés, road et sport. On a bien sûr l'anti-wheeling, traction control, on a le shifter, on a l'ABS. Tout ça est là pour nous aider et pour nous rassurer sur une machine hyper performante. Bon, on est parti pour un petit test d'accélération. Faut que je me méfie parce que là en plus vous voyez qu'il y a un camion sur la route. Je vais rester bien dans ma file. Allez, let's go! Bon, j'ai pas réellement accéléré à fond. J'ai même pas du tout utilisé les performances du véhicule. J'ai cru que le camion allait se mettre en route. D'habitude c'est une route qui est complètement déserte. Là malheureusement aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Alors je m'arrête ici. Il faut que je fasse attention. Vous voyez qu'il y a du maïs un peu partout. Je rappelle que du haut de mon 1m70, donc je touche, mais vraiment de la pointe des pieds. Le plus simple pour moi est de rester avec un pied à plat, l'autre sur le frein. Je vais maintenant signaler mon intention de tourner. Je braque à fond. On voit que l'angle n'est pas énorme. Et je vais essayer de faire demi-tour en restant sur la route. Donc forcément la machine est lourde, il faut que je me méfie. Et en plus ça braque pas terrible. Je pense que je vais sortir de la route. Oui, vous voyez, ça sort. Bon malheureusement vous le voyez aujourd'hui, il y a un camion sur la route, donc je vais pas pouvoir faire les tests que j'avais prévus. C'est les aléas malheureusement, c'est dommage en plus sur une machine aussi performante. Ce que je vais faire, je vais juste réaccélérer un petit peu et ensuite tester le freinage de cette machine. Allez, let's go. Je suis toujours en mode road. Maintenant je ralentis, frein arrière ça freine déjà très bien, frein avant, wouhou! Franchement les freins fonctionnent impeccablement. Sur cette machine le freinage est confié à Brembo au niveau des étriers. Par contre les leviers
le mètre cylindre, c'est du Nissin. Et ce qui me surprend le plus, en fait, c'est déjà l'efficacité du frein arrière. Là, par exemple, je suis à 40, si je freine que de l'arrière, vous voyez que j'arrive à m'arrêter quand même relativement vite, hein. Ça freine très très bien. Bon les amis, pour l'instant le test je vais le continuer en mode road parce que c'est déjà ultra performant. De toute façon je crois pas qu'il y ait de différence réellement de puissance entre le mode road et le mode sport. C'est juste la réponse et les aides, les assistances qui changent. Là dans ce rond-point, bah il y a du poids sur l'avant, hein. C'est vraiment la caractéristique du comportement de cette machine. Elle est un peu lourde de l'avant, mais alors après niveau performance, on a l'impression que ce moteur s'arrêtera jamais. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais lorsque je lâche les gaz, on a une soupape de décharge du compresseur qui s'ouvre. Ça fait un chou comme sur certaines voitures turbo. Perso, j'adore ce son. C'est juste jouissif. Concernant les commodos sur cette machine, bah on en a pas mal. Ils sont gris, dans un plastique assez banal. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. Vous avez aussi les boutons pour le régulateur de vitesse. On a de quoi naviguer dans les modes de l'écran. Et aussi les feux de détresse. Sur la droite, on a un bouton qui sert de démarreur et de coupe-circuit. Et un autre qui permet également de naviguer dans les menus. Télémi-régime, c'est une tuerie ce moteur. En plus, sur l'écran, vous avez d'afficher le pourcentage de boost. Et donc c'est un véritable délire d'accélérer et de voir que le superchargeur, le compresseur, vous donne des ailes. C'est vraiment génial. D'ailleurs, ce compteur, comme sur la plupart des machines modernes, il s'agit d'un grand écran TFT couleur. Vous avez globalement toutes les infos que vous pourriez désirer, bien sûr le contour, la vitesse, la réserve de carburant, la température. Vous pouvez avoir votre consommation moyenne, instantanée, et vous pouvez aussi sélectionner différentes façons pour l'affichage. Il y a un témoin de rapport engagé, il y a aussi votre mode d'injection qui est sélectionné. Enfin, il y a globalement tout. Et d'ailleurs, le problème par contre, c'est quand vous naviguez dans les menus, vous pourrez voir que tout est encore en anglais. Il n'y a pas moyen de le traduire, c'est assez dommage. Mais c'est vraiment très complet. Alors j'arrive maintenant dans une zone que je prends d'habitude à très faible vitesse. Donc là vous voyez je suis en 3e à 25. Voyons si ce moteur 4 cylindres à compresseur est toujours aussi souple. Donc je passe la 4e, la 5e, la 6e. 6e à 25. J'ai le voyant écho qui s'allume. Et si j'essaie de réaccélérer, bah ça reprend tranquillement. On conserve bien la souplesse légendaire des 4 cylindres. Et la moto à faible allure est finalement pas si dure à utiliser que ça, hein. Faut juste bien la prendre en main, avoir les sensations qu'elle procure en tête. Et parce que, je le dis, il y a vraiment du poids sur l'avant ce véhicule. Mais au final, c'est pas vraiment compliqué, hein. La monte de pneus sur cette moto est classique pour ce genre de bolide. On est en 17 pouces avec du 120 à l'avant et 190 à l'arrière. On arrive maintenant sur des dodanes que je vais bien sûr prendre à 30 km/h. Voyons ce que ça donne. Actuellement c'est très ferme, hein. Sur cette machine on a des suspensions réglables de chez Showa. Aussi bien à l'avant à l'arrière tout est réglable. Mais ce ne sont pas des suspensions à réglage électronique. Allez, je vais prendre de celui-ci à 40 km/h. Ouais, ça fait le boulot, hein. C'est ce qu'on attend d'une machine sport. C'est pas du tout typé confort, c'est vraiment efficace. Perso, j'aime beaucoup ces suspensions. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une nouvelle version de cette moto qui propose des suspensions à réglage électronique. C'est la version SE qui, elle, est bien sûr un petit peu plus chère. De nouveau, je passe mes vitesses au shifter. Il marche vraiment bien ce shifter, hein. Allez, on est parti pour une petite succession de virages. Je vais essayer de survivre avec cette grosse mémère. Oh là là, la patate. Dès les 4000 tours, c'est du délire, hein. Et j'ose même pas accélérer un peu fort parce qu'à chaque fois, c'est une catapulte. Et pourtant, je suis encore en mode road.
j'imagine même pas les autres modes. Ça doit vraiment être d'une violence. Alors dans les virages, la moto est rassurante parce que très stable. Par contre, il faut s'impliquer pour la faire tourner. Hein. Comme je disais, elle est assez lourde de l'avant. En plus, malheureusement, aujourd'hui, la route est encore humide par endroits. Et il y a des feuilles parce qu'on est en automne. Donc je ne peux pas réellement utiliser le plein potentiel de ce moteur. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment des gens sur route qui le peuvent? Et on accélère. La patate du moteur à mi-régime, c'est juste n'importe quoi, les amis. Là, heureusement que j'ai les aides, sinon je pense que je serais en roue en permanence. Ah, le frein est vraiment bon sur cette machine. Par contre, c'est vrai que lors des freinages, il y a quand même un gros transfert de masse vers l'avant. On s'attend pas à ça d'une machine aussi performante et haut de gamme. Mais je pense clairement que c'est justement le poids du moteur sur l'avant qui fait cette sensation de lourdeur et de transfert de masse lorsqu'on freine fort. Ouais. Quand vous êtes entre 5 et 8000 tours, ce moteur c'est juste une folie en fait. Contrairement à beaucoup de ses concurrentes qui sont très performantes, que très hautes dans les tours, là on a des performances dès les mi-régimes et vraiment c'est là que ça cause, hein. C'est même flippant parfois. Hein. Alors, le propriétaire de cette machine m'avait dit tu verras, tu vas la tester puis après tu vas en vouloir une. Bah je suis assez obligé de dire que c'est vrai. Elle est tellement, de mon point de vue, plus facile à appréhender que sa sœur, la H2 SX, que j'avais trouvé pour le coup vraiment lourde, pas facile lorsqu'on voulait aller un peu vite. J'avais l'impression qu'elle ne pardonnerait aucune erreur. Celle-ci me semble bien plus homogène, bien plus efficace. Et au final, elle me fait moins peur. Alors que le moteur, c'est exactement le même. Hein. Bon, on va s'insérer sur l'autoroute. Oh, vous l'aurez compris, même sur un filet de gaz, on s'insère sans problème. Et maintenant, j'accélère. Eh ben les amis, je retrouve bien là le comportement du H2 SX. Dès qu'on est sur l'autoroute, on se retrouve à des vitesses absolument inavouables. Allez, je vais faire un petit test de reprise. Là, je suis à 120 au 6ème, j'accélère. Et regardez-moi cette fusée. Bon, une fois à haute vitesse, on a forcément assez peu de protection. Mais vu que le réservoir et le carénage un petit peu à l'avant autour du phare est quand même assez large, j'ai très peu d'air qui arrive sur mes jambes. Par contre c'est vrai qu'en pleine tête et sur les bras, ouais, j'en ai plein quoi. Et comme pour la H2 SX, hein, cette moto est juste hallucinante. Lorsque vous êtes dans des routes qui vous permettent de monter à haute vitesse, c'est impossible de se retenir. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Ce moteur est un pur délire. Mais on sent bien aussi que la boîte de vitesse est étagée plus courte que sur la H2 SX. Je ne sais pas quelle est la vitesse max de cette machine. De toute façon, largement au-delà des limites. En termes d'éclairage, vous l'avez vu, c'est une moto récente. Elle est absolument full LED. À l'avant, on a ce gros feu un peu proéminent, il faut l'avouer, qui participe grandement à l'esthétique de cette moto à l'avant. Certains apprécieront, d'autres pas. Les clignotants sont à LED. Et à l'arrière, on a le feu typique des Z avec les LED qui forment un Z. Si vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, comme actuellement, avec beaucoup de trafic, et cette moto est finalement assez rassurante. Moi, je me méfie parce que j'ai du mal à toucher le sol, parce que je suis un peu petit. Mais franchement,
elle est finalement beaucoup plus facile à prendre en main que ce que je pouvais imaginer. On n'est pas au niveau de facilité d'un Street Fighter, qui pour moi est plus stable et encore plus dynamique. Pareil, on n'est pas au niveau de facilité d'une Super Duke, mais alors par contre, en termes de reprise à mi-régime, c'est du délire, et la moto reste quand même très exploitable, hein. C'est hallucinant qu'on arrive à des trucs pareils à l'heure actuelle. Moto à compresseur, franchement, quoi. Hop, les amis, j'ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Après la moindre accélération, je baisse les yeux et je me dis mais putain, c'est pas possible, je suis pas déjà à une vitesse pareille. Les motos récentes, hein, toutes ces hyper motos, je sais même pas comment on peut appeler ça, toutes les machines qui dépassent les 200 chevaux maintenant, c'est juste du bonheur, c'est du délire. Heureusement qu'on a les aides par contre, parce que je pense pas pouvoir gérer un truc comme ça si je les coupe. Ce qui est vraiment énorme avec ce moteur, c'est qu'il a tellement de patates, tellement de couple, que on est déjà avec des performances de très haut niveau, qu'on se dit c'est pas possible, on peut pas en avoir plus. Vous continuez de tourner la poignée, puis là vous vous envolez, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin les amis, de toute façon je pense que vous l'aurez vu, hein, c'est un truc de malade cette machine. Maintenant parlons un petit peu des autres aspects de la machine. Tout d'abord, en termes de rangement, vous pouvez démonter la selle passager qui aujourd'hui est recouverte d'un capot de selle. Et vous avez un petit rangement, vous pourrez peut-être mettre votre gilet jaune, peut-être même un U si vous en prenez un qui est pile à la bonne dimension. Et vous pouvez également démonter la selle conducteur, ce qui vous donne l'accès à la batterie. Si vous essayez de rouler avec un passager, c'est faisable. La moto est bien sûr homologuée de place. Par contre, comme sur toute la gamme Z, la place pour le passager est quand même assez petite. Et en plus, la selle est inclinée vers le conducteur. Donc je pense que dans certaines situations, ça peut être un peu désagréable de se retrouver avec le passager qui vous tombe dessus. En termes de consommation, l'afficheur actuellement indique 7,5 litres de conso moyenne, ce qui me semble au final assez raisonnable vu que c'est un moteur à compresseur, et on sait très bien que ce genre d'architecture moteur consomme forcément plus qu'un moteur atmosphérique classique. Donc comme je vous disais, cette machine c'est un modèle 2020, c'est-à-dire la première année de production de cette ZH2. Aujourd'hui, elle est toujours en vente. D'ailleurs, sur le site de Kawasaki, vous avez même le modèle 2022 qui a été mis en ligne. Et cette moto vaut neuve 17 000, enfin un petit peu plus de 17 000 euros. Ça dépend du coloris, si je me souviens bien. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité de prendre la version SE qui est mieux équipée au niveau des suspensions. C'est des suspensions électroniques. Et vous avez des freins d'encore meilleure qualité. Et ça pour un peu plus de 20 000 euros. Vous pouvez déjà essayer d'en trouver d'occasion si vous le souhaitez. On en trouve parfois parce qu'il semblerait que ça se vende pas si bien que ça. On en voit parfois des modèles comme celui-ci de 2020 pour environ 15 000 euros. Donc maintenant, à qui se destine clairement un bolide pareil? À ceux qui ont une case en moins, qui veulent le top du top, qui adorent le couple, qui sont pas forcément à chercher des chevaux au maximum, car il y a de la concurrence qui est encore plus puissante que cette machine, mais aucune autre n'a autant de couple à mi-régime. Cette gamme H2 est sortie maintenant depuis quelques années et j'ai pas entendu de retour négatif quant à la fiabilité de ce moteur compressé. Si jamais vous possédez cette machine ou n'importe quelle autre machine Kawasaki avec le moteur à compresseur, eh bien n'hésitez pas à nous donner votre retour. Est-ce que vous avez eu des problèmes de fiabilité? Est-ce que ça a été pris en garantie? Ce sera intéressant d'avoir votre avis, vu que finalement ces machines sont quand même encore assez peu présentes sur nos routes. Bon les amis, je pense que de toute façon j'ai fini sur les caractéristiques de cette ZH2 de 2020. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Moi je vais m'empresser de rendre cette machine à son propriétaire avant de faire une connerie et de me tuer.
Je tiens d'ailleurs à le remercier de s'être déplacé d'aussi loin alors qu'on est en automne. C'était hyper sympa de sa part. Et d'ailleurs, je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule, que ce soit moto ou voiture, et que vous aimeriez me voir en faire un test en vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu, vu que j'en sors très régulièrement. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous! Au final, cette machine, je trouve qu'elle est un peu dans la lignée des roadsters de très grosses cylindrées qui ont pu sortir dans les années 2000. Vous aviez par exemple la B-King en 1300 et aussi la K1300 de chez BMW. Et bien, sur cette machine, on retrouve un peu ce genre, comment dire, de poids, de puissance, de couple, mais dans une manière peut-être encore plus délirante grâce à ce compresseur.